On sait que cet appel circulation d'œuvres littéraires européennes fait un peu peur. Beaucoup d'éditeurs sont frileux. Il y a beaucoup de préjugés qui circulent autour de la charge administrative que ça représente. On va essayer de vous prouver avec mon collègue Marc, et on va se présenter dans un instant, le contraire, et essayer de... D'ailleurs, il y a un effort sensible qui a été fait de simplification administrative, et on va vous montrer que c'est pas aussi rébarbatif que ça n'en a l'air. Voilà, alors je me présente, mon nom est Nathalie Marchal, et donc je suis responsable du guichet Europe Créative Culture pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, et je laisse la parole à mon collègue Marc qui va se présenter à son tour. Bonjour, bonjour de ma part, je suis Marc Rattel, je suis le desk Europe Créative Culture du Luxembourg. Voilà, je suis très content de vous souhaiter la bienvenue pour ce webinaire. Effectivement, c'est un appel où il y a quelques préjugés qu'on essaye aujourd'hui d'éliminer. C'est un appel qui s'adresse directement au secteur du livre et de l'édition. Il fait suite au projet de traduction littéraire qu'on avait dans la période de financement Europe Créative précédente, 2014-2020. Il continue maintenant sous le nom de circulation d'œuvres littéraires européennes, et Nathalie vous dira d'où vient cette différence. Un petit aperçu avant de nous lancer. On aura une première partie sur les grands principes que va vous présenter Nathalie, sur les objectifs, les priorités, l'éligibilité, les catégories, les partenariats et les critères de sélection. Voilà, notre idée, c'est un peu de décortiquer et de traduire en langage des mortels les lignes directrices. Et puis, nous avons surtout un très, très grand plaisir de recevoir Fanny Deschamps, qui est éditrice jeunesse, spécialiste donc, de la littérature de jeunesse et de BD aux éditions Versant Sud, et qui a un projet qui est soutenu par le programme Europe Créative. Bonjour Fanny. Bonjour à tout le monde. Un grand merci voilà, d'être venu et de partager votre expérience. Et ce sera l'occasion aussi pour vous, à la suite de cette première partie et de cette case study, de poser vos questions et d'avoir surtout des réponses à vos questions brûlantes lors d'un premier tour de questions-réponses. Et puis moi, j'aborderai la partie plus technique. J'essaierai de décortiquer les questions techniques, budgétaires, de gestion de projet, parce que voilà, c'est accessible. Il faut juste savoir comment s'y prendre voilà, sans panique et de manière tout à fait pragmatique pour cet appel. Et là aussi, on aura la possibilité de questions-réponses à la fin. Et avec ça, je passe déjà la parole à Nathalie. Oui, d'abord quelques informations préliminaires, des informations pratiques. Donc, le webinaire, comme vous savez, par votre inscription, c'était indiqué dans les modalités d'inscription, donc il est enregistré. Donc, il y a aussi un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions techniques, mais on y répondra oralement dans les séances questions-réponses, les deux séances questions-réponses qui interviendront à la fin de la première partie, à la fin de la deuxième partie. Dans l'intervalle, on vous demande de bien vouloir couper votre micro pour faciliter les sessions d'information qu'on va donner dans un premier temps. Vous pourrez rouvrir vos micros dans un second temps, donc lors de ces séances questions-réponses. Alors, le PowerPoint sera partagé par la suite, hein, donc on vous l'annonce d'emblée. C'est une question récurrente qui nous vient, donc voilà, on vous l'annonce. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des informations pratiques. Et donc, je propose que nous commencions. Donc, un petit mot d'abord sur le programme Europe Créative, qui est le grand programme européen de soutien au secteur culturel, audiovisuel et créatif, à l'instar du programme Erasmus+, pour la mobilité étudiante, ou du programme Horizon Europe pour la recherche, qu'on connaît en général mieux. C'est un programme qui est donc voté pour 6 ans,
Donc ici, on est dans une période 2021-2027. Il couvre 3 volets, ce programme Europe Créative. Il couvre le volet culture, un volet média et un volet transsectoriel. Il y a un programme de travail qui est voté annuellement par l'Union, adopté par l'Union européenne pour l'implémentation de ce programme Europe Créative dans les 3 volets, donc avec des lignes directrices annuelles. Et donc en culture notamment, ça donne lieu à une variété d'appels, dont l'appel circulation d'œuvres littéraires européennes qui nous occupe aujourd'hui, mais aussi un appel relatif à la coopération culturelle européenne, relatif à des appels relatifs à des plateformes de diffusion d'artistes émergents, de réseaux professionnels, voilà, et d'autres appels plus sectoriels. Un mot aussi au sujet de ce programme Europe Créative, il inclut aussi des prix. Il y a des prix en patrimoine, en musique, mais il y a aussi des prix en littérature. Et ce programme inclut également l'élection, la désignation des capitales européennes de la culture. Voilà, donc pour en venir à la DIA2 et à l'appel circulation d'œuvres littéraires européennes proprement dit 2022, alors cet appel doit rencontrer différents objectifs. Donc les projets que vous soumettez doivent rencontrer différents objectifs qui sont vraiment le cœur du réacteur, donc le fondement de l'appel. D'abord la circulation. C'est donc l'appellation même de l'appel depuis 2021. Comme l'indiquait Marc, donc auparavant on ne parlait que de traduction. Maintenant, on ne vise pas seulement le fait de traduire, mais on vise aussi le fait de distribuer, de faire circuler la littérature européenne en Europe et au-delà. Et donc, ce volet circulation est donc central dans cet appel. Conséquence aussi naturelle de l'accroissement de la circulation des œuvres. Évidemment, ça fait écho à la diversité. Forcément qu'on promeut la diversité des contenus en accroissant la circulation des œuvres. Et aussi le volet des publics. On facilite par cette circulation l'accès aux œuvres d'une part, mais on élargit aussi le lectorat, on touche de nouveaux publics d'autre part, et ça figure aussi parmi les priorités de la Commission européenne à travers cet appel. Alors, il y a aussi un objectif qui est un objectif de renforcement économique dans la chaîne du livre, et ce renforcement économique doit être favorisé par la coopération, on y reviendra plus loin, coopération au sein de cette chaîne du livre, en Belgique francophone en tout cas, à travers le PILEN, le partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique. On a déjà expérimenté ça depuis 2014 et donc ça porte vraiment ses fruits. Donc il s'agit d'une véritable coopération à mettre en œuvre entre tous les maillons de la chaîne du livre, l'auteur, le traducteur, l'éditeur, le distributeur, le libraire, le bibliothécaire, l'organisateur de foires, d'événements littéraires sont inclus évidemment dans cet objectif de coopération. Et l'appel s'ouvre d'ailleurs à des consortiums. Donc on peut déposer des dossiers, on y reviendra en équipe, on y reviendra un peu plus loin. Enfin, cet appel vise aussi comme objectif prioritaire la traduction au départ de langues moins répandues pour leur ouvrir un marché international. Donc ça, c'est un fondement un peu pérenne, donc qui préexistait. Pour ce qui concerne les langues cibles, on y reviendra, là, une grande variété de propositions, donc tout est ouvert. Alors, une attention doit être portée aussi dans cet appel et dans le projet qu'on dépose aux enjeux transversaux qui sont les enjeux politiques de l'Union européenne. Ils sont communs aux autres appels d'ailleurs, c'est vraiment un copier-coller d'un appel à l'autre. Et donc, ça porte sur la durabilité, le pacte vert, l'inclusion, la diversité et l'égalité hommes-femmes. Il ne faut pas couvrir tous ces enjeux de manière approfondie. Et donc là, une personne de l'agence exécutive chargée de mettre en œuvre cet appel le rappelait hier dans un webinaire. Il s'agit de se focaliser sur l'un d'entre eux et de le décliner de manière approfondie dans les work packages, dans les paquets de travail,
dont Marc parlera dans la deuxième partie de l'appel. Donc, il s'agit d'en élire un et de le faire correctement. On peut en élire plusieurs, mais ça complexifie évidemment la demande et ça demande rigueur et du travail supplémentaire. Mais en tout cas, vous ne serez pas jugé au nombre d'enjeux que vous mettez, sur la quantité des enjeux que vous mettez en œuvre, mais bien sur la manière de les gérer de manière solide et rigoureuse. Alors, un mot sur la durabilité et le pacte vert, qui est un des premiers des enjeux transversaux de l'Union européenne. On vise par là des bonnes pratiques à mettre en place pour l'environnement. Je crois que ça touche assez directement le secteur du livre. Je dois vous dire que la Commission européenne s'attend à des propositions innovantes qui vont au-delà de la numérisation qui ne répond d'ailleurs pas nécessairement aux problèmes environnementaux. Donc, il s'agit vraiment d'être créatif et innovant. C'est vraiment une demande insistante de leur part. La personne donc, chargée de la littérature à l'agence avec laquelle je me suis entretenue hier, citait un exemple assez récent qui sort un peu des sentiers battus. Il s'agissait d'une petite maison d'édition qui ne pouvait pas avoir un impact fort, par exemple. Un impact fort elle a décidé de contribuer financièrement au travail d'une fondation qui travaille sur le sujet environnemental. Et donc, ce financement à une fondation au sein du projet était considéré comme un coût éligible dans le projet. Voilà un exemple. Alors, en ce qui concerne l'égalité homme-femme, là, il faut quand même dire un mot. Je ne vous dis pas de ne pas traiter de manière systématiquement approfondie tous les enjeux, mais en tout cas, celui-ci doit être intégré, une perspective d'égalité doit être intégrée absolument dans toutes les activités qui sont financées. C'est une exigence actuelle. C'est d'ailleurs le cas aussi dans les dossiers nationaux, donc c'est rien de neuf sous le soleil. Donc il s'agit là de la question des droits égaux, de l'équité salariale pour les hommes et les femmes, du renforcement égal des compétences, de l'application éventuelle d'un plan genre 50-50. Donc voilà, ça se décline de toutes ces manières. Mais voilà, en tout cas, de manière pratique, dans votre projet, il ne faut pas laisser de brèche à une discrimination dans ce domaine-là. Alors, en ce qui concerne l'inclusion, elle est entendue au sens large. C'est une autre des priorités politiques de l'Union européenne. Et donc, ça touche aussi bien le handicap que les minorités, les publics éloignés de la lecture, le dialogue interculturel. Donc, c'est entendu dans une palette assez large, dont ce que j'ai cité n'est évidemment pas exhaustif. Et alors, la diversité, l'élément diversité dans les enjeux transversaux, il est au cœur de cet appel, comme je vous le disais, puisque c'est un objectif central en ce qui concerne les contenus éditoriaux déjà. Donc, c'est un appel à la diversité que veut rencontrer cet appel. Un mot aussi sur l'année européenne de la jeunesse. En plus de ces enjeux transversaux, il y a un intérêt supplémentaire qui sera porté par le jury aux projets qui vont mobiliser les jeunes cette année, soit comme acteurs du projet, soit comme consommateurs, lecteurs. Donc, ça veut dire concrètement recruter de jeunes traducteurs, faire la part belle à des auteurs émergents, ou bien à l'autre extrémité de la chaîne, en tant que consommateur-lecteur, cibler la jeunesse comme lectorat sera vivement apprécié par la Commission européenne. Un mot aussi sur le rapport les traducteurs et traductrices en couverture. Ça, c'est une traduction libre et personnelle, puisque ce document n'est pas traduit à ce stade, donc c'est Translators on the Cover. C'est donc un rapport sur la traduction, sur les questions clés de la traduction, qui a été élaboré par un groupe de travail composé d'experts de l'Union européenne principalement dans le domaine de la traduction littéraire d'ailleurs, même si la traduction ne se limite pas à ce volet de la littérature. Et ce rapport contient des bonnes pratiques et des recommandations pour valoriser les traducteurs et veiller à leur rémunération équitable. Donc il est accessible sur nos sites et il y a un lien d'ailleurs qui vous sera donné ici en dessous lorsque vous disposerez de ce PowerPoint.
Alors, quels projets sont financés? L'appel vise d'abord à financer la traduction, la publication, la distribution, la promotion d'œuvres de fiction. Alors, fiction inclut par exemple un récit historique qui comprend des éléments fictionnels serait éligible. Donc, dès qu'il y a des éléments fictionnels dans la narration, cette œuvre devient éligible. Ça exclut bien évidemment, ça tombe sous le sens, les biographies, les guides touristiques, les œuvres scientifiques, etc. Donc, on est dans la fiction pure et simple. Ça s'adresse aussi aux ouvrages tous genres confondus, donc ça va de la littérature de jeunesse au théâtre, en passant par la poésie, la bande dessinée. Donc tous les genres, du moment que c'est de la fiction, sont élus à cet appel. Et surtout support également, donc ça comprend les imprimés, mais également l'édition numérique et les audiolivres qui sont aussi inclus dans cet appel. Aussi, conditions supplémentaires, les œuvres doivent avoir été publiées déjà, et pas encore traduites dans la langue cible, bien que sur ce dernier point, il y ait des dérogations possibles. C'est en tout cas le principe de base, l'œuvre a déjà été publiée et n'a pas encore été traduite. Alors l'appel finance et encourage également, à côté de ce volet traduction complétée de la circulation, la distribution, la promotion de ces fictions, finance aussi les activités qui aident à la vente de droits de traduction en Europe et au-delà. C'est aussi nouveau. Ça inclut par exemple des événements qui vont donner de la visibilité aux auteurs pour la vente de droits, des rencontres professionnelles à l'occasion de la foire du livre, on en a connu, et des salons. Ça comprend aussi le financement par exemple d'échantillons de traduction de démos qui vont aider à la vente de droits. Donc tous ces coûts sont éligibles et ces activités sont éligibles à cet appel. Alors, qui peut soumettre une candidature? D'abord, il faut impérativement être une personne morale, publique ou privée, qui est active dans le secteur du livre et de l'édition, c'est la condition de base, et qui a cette existence légale depuis 2 ans minimum. Donc, tous les bénéficiaires du projet doivent répondre à ces 2 conditions. Être personne morale active dans le secteur du livre et de l'édition et avec 2 ans d'existence légale. On peut, comme je vous le disais, et Marc vous en reparlera aussi, donc on peut soumettre un dossier en consortium, donc faire équipe avec une autre maison d'édition, une bibliothèque, une librairie, du moment qu'on est personne morale. On peut aussi, dans ce cadre, donc ça c'est un consortium n'est valable qu'à partir déjà de 2 bénéficiaires, on est en consortium, donc c'est le minimum du consortium, mais ça peut être plus. On peut faire équipe, et ça c'est important, avec des partenaires du même pays. Voilà, un éditeur de la Fédération Wallonie-Bruxelles peut faire équipe avec un bibliothécaire, une librairie, un éditeur de Flandre et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pareil au Luxembourg. Donc, on peut faire équipe ensemble avec d'autres acteurs du domaine culturel du même pays. Alors, quel est l'objectif de ça? L'objectif de la Commission dans ce cadre-là, c'est une nouveauté, hein, ce partenariat, ce consortium et le partenariat, y compris avec des personnes du même pays, c'est de faire circuler le plus de livres possible et parallèlement d'aider aussi les très petites maisons d'édition, donc les micro-éditeurs, pour qui proposer 5 livres, c'est déjà beaucoup. Vous verrez que c'est le minimum requis, il faut proposer 5 livres dans l'appel, mais ça ne devient possible que si on s'associe. Et donc voilà, c'est pour permettre à ces petites structures de participer, d'accéder à la dimension internationale de l'appel. Les pays éligibles, voilà, magnifique carte que vous avez sous les yeux qui a été faite par Marc avec des très jolies couleurs. Donc les pays éligibles sont bien évidemment les 27 États membres de l'Union européenne.
mais également les pays membres de l'espace économique européen que sont l'Islande, Liechtenstein et la Norvège. Les pays en voie d'adhésion également, là on est plutôt du côté des Balkans ouest, donc c'est l'Albanie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie. À noter aussi qu'en négociation, différents États sont en négociation d'adhésion, et c'est la Bosnie-Herzégovine et la Turquie dans les pays en voie d'adhésion. Juste une petite remarque, donc on peut risquer, je dirais, de travailler avec ces gens, mais c'est risqué parce qu'il peut y avoir un effet rétroactif, même si le contrat d'adhésion n'est pas tombé au moment de l'appel, au moment où vous soumettrez le projet. S'il intervient avant la fin de l'année, c'est un effet rétroactif, mais ça reste évidemment risqué parce que rien ne garantit que cette adhésion sera acceptée. Et puis alors, il y a pleinement aussi éligibles à l'appel les pays de la politique européenne de voisinage que sont la Géorgie et l'Ukraine, et Dieu sait si c'est important à ce stade que l'Ukraine en soit. Et en négociation, alors aux mêmes conditions que celles que je vous ai évoquées pour les pays en voie d'adhésion, en négociation, nous retrouvons l'Arménie, la Tunisie, Israël et la Palestine. Donc ça reste évidemment risqué, même si un effet rétroactif est possible, ça reste évidemment risqué de travailler avec ces 4 États-là. Et alors il y a d'autres États qui ont exprimé leur intérêt. Bon, ça sort un peu du périmètre de l'action. On ne vous conseillerait pas donc de travailler avec l'Azerbaïdjan, l'Algérie, le Maroc et la Jordanie, mais dans un avenir peut-être prochain, ce sera possible. Voilà. Alors, en ce qui concerne les langues éligibles, il y a aussi de nouvelles flexibilités qui sont proposées par la Commission européenne dans le cadre de la traduction et des langues éligibles. L'appel vise d'abord les langues officielles des pays éligibles. Ça, c'est acquis, langue officielle au terme des constitutions, des lois qui le déterminent. Mais c'est ouvert aussi à des langues qui seraient reconnues par une communauté. Bon, alors je pense que cette question serait traitée au cas par cas. Si la question se pose pour vous, on la traitera avec l'agence au cas par cas, parce qu'il faut vraiment définir le périmètre de reconnu par une communauté. Mais je vous donne un exemple concret. Par exemple, il existe une communauté russe en Ukraine, et bien que la Russie ne soit pas un pays éligible au programme Europe Créative, l'Ukraine l'est pleinement, et comme il y a une communauté russe en Ukraine, la langue russe devient éligible dans ce cadre. Voilà. Alors on peut, petite remarque aussi au niveau des langues éligibles, on peut cibler des binômes de petites langues, non plus comme avant, où il était question exclusivement de l'objectif de partir de petites langues, comme je vous disais. Je m'excuse pour le mot petite langue, ça résume un peu le propos, mais on parle vraiment de langues moins répandues. Mais je reconnais que l'appellation est un peu négative, mais c'est pas le propos, c'était dans le PowerPoint pour résumer la chose. Donc on part de langues moins répandues, mais on peut travailler en binôme de 2 langues moins répandues, donc en langue source et en langue cible. Alors qu'auparavant, il était indiqué exclusivement de pouvoir aller vers des langues de communication plus internationales, comme le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien. À ce stade-ci, non, vous pouvez travailler en binôme, luxembourgeois, slovène, lituanien, polonais, etc. Donc, il y a cette ouverture et cette flexibilité nouvelle. Autre chose aussi qui est intéressante à signaler, très intéressante à signaler pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, en tout cas, ça a son poids. Un éditeur peut travailler avec des langues officielles au sein d'un même pays. Donc, par exemple, un éditeur de la Fédération Wallonie-Bruxelles peut travailler, ouvrir son catalogue à des productions éditoriales flamandes qui seront traduites en français, mais à une condition importante, c'est qu'il y ait vraiment une stratégie de circulation solide à l'international. Mais à cette condition-là, donc, il est possible de travailler avec des langues officielles d'un même pays.
Alors, un autre point d'attention, et le dernier au sujet des langues, la langue cible doit être la langue maternelle du traducteur, c'est un peu la loi du genre, avec des dérogations possibles sous conditions, voilà, pour des toutes petites langues, mais voilà, ça reste quand même le principe, c'est que ce soit la langue cible, soit la langue maternelle du traducteur. Nous avons affaire à 3 catégories de projets dans cet appel. Vous pouvez soumettre dans l'une des 3 catégories. Les catégories sont déterminées par le nombre de livres différents minimum, j'insiste sur différents, le nombre d'œuvres différentes minimum qui sont proposés à la traduction. Donc, il y a la petite échelle, les projets à petite échelle qui sont de la traduction de 5 à 10 livres, la moyenne échelle de 11 à 20 livres et la grande échelle, plus de 21 livres, quoi. 21 livres et plus, avec un taux de cofinancement donc, qui est de 60% dans tous les cas, dans toutes les catégories de projets. Donc, l'Union européenne ne finance pas 100%, il faut trouver les fonds supplémentaires, ça peut se combiner donc avec des subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d'autres choses. Donc, voilà. Un montant maximum par catégorie de projet qui est dans le premier cas de petite échelle de 100 000 €, en moyenne échelle de 200 000 €, en grande échelle de 300 000 €. Je précise quand même que ça n'empêche pas, ça, la personne à la commission l'a encore précisé, ça ne vous empêche pas de publier 30 livres pour 100 000 €, en petite échelle évidemment, mais bon, la condition pour bénéficier des 100 000 €, c'est bien évidemment d'avoir au minimum 5 livres traduits. Une indication aussi, la subvention, elle peut être plus basse que ce maximum qui est proposé. Et alors la durée maximum des projets est de 36 mois. Elle peut être étendue, il y a une dérogation possible, elle peut être étendue si elle est clairement justifiée en cours de processus. Mais donc la base, c'est quand même de se calquer sur les 36 mois. Les questions de dérogation sont toujours sujettes à caution, donc voilà, restons prudents. Enfin, l'appel sera les projets seront évalués sur base de 4 critères de sélection qui sont la pertinence pour 30 points, la qualité pour 30 points, la gestion de projet pour 20 points, la dissémination pour 20 points. Il faut au minimum 50% pour chaque critère et 70% au total. Ça, c'est le minimum syndical. En ce qui concerne la pertinence, bon, en gros, elle évalue comment votre projet répond aux objectifs et aux priorités, y compris donc les enjeux transversaux et la prise en compte de l'année européenne de la jeunesse dont j'ai parlé en tout début de session. Le volet qualité, là-dessus, le critère va évaluer comment les concepts, les méthodologies, la stratégie éditoriale est appropriée au projet et va donner les résultats escomptés. La gestion de projet, c'est toute la partie gouvernance et administration. Donc, est-ce qu'il y a une gouvernance adéquate, des mécanismes de coordination entre les organisations participantes? Est-ce que le budget est adéquat? Les ressources sont appropriées à chaque activité, etc. Le volet dissémination, on sera plutôt dans les stratégies de diffusion et de communication qui seront évaluées. Est-ce qu'elles atteignent de nouveaux publics? Est-ce que les objectifs de circulation sont rencontrés? Voilà. Et alors, donc, en guise de résumé, quelques points d'attention pour vos projets. Donc, on est bien dans un appel de renforcement de la circulation d'œuvres littéraires européennes. On garde ça en tête. Donc, tout ce qui va le favoriser sera le bienvenu dans votre projet, avec quelques points d'attention. Donc, l'idée d'ouvrir le marché à des petites langues, d'encourager la coopération au sein de la chaîne du livre, comme je l'indiquais, pour être compétitif et pour s'ouvrir à la dimension internationale.
y compris pour ouvrir les micro-éditeurs aussi et les petites organisations. Autre point d'attention à avoir, c'est la valorisation des métiers de la traduction et leur rémunération équitable. Et là, je vous réfère donc au rapport Translators Undercover. Donc vous aurez le lien avec le PowerPoint. Il s'agit aussi d'autres projets, et ça c'est très important, ça s'ouvre à la circulation, donc on va construire une stratégie éditoriale et une stratégie de distribution qui est solide. La traduction ne suffit pas, c'est le grand changement par rapport aux précédents appels. Il faut faire circuler les œuvres, et donc ils s'attendent à ce que cette stratégie de diffusion soit rigoureuse et convaincante. Et puis alors, il s'agit aussi de créer, bien évidemment, des synergies avec les priorités politiques européennes. C'est aussi un enjeu majeur auquel une attention importante sera portée par les évaluateurs. Je vous rappelle, c'est la durabilité, c'est préserver la durabilité au sens de préserver l'environnement, c'est favoriser l'inclusion, c'est favoriser l'égalité homme-femme, et avec une attention particulière au-delà de ces enjeux transversaux de politique européenne, avec une attention particulière aussi à l'inclusion des jeunes au projet 2022, les jeunes comme acteurs ou lecteurs, et ceci en référence à l'année européenne de la jeunesse.